Parfois, on envoie des agents dans des zones de crise, des zones très dangereuses, avec des terroristes ou avec des trafiquants de drogue, des trafiquants humains. Et donc, parfois, on se trouve en position avec des scénarios extrêmes. C'est réaliste ou pas? Je ne crois pas une seule seconde. Bonjour, je suis Olivier Mas, alias Beryl 614. J'ai 28 ans de carrière militaire derrière moi, dont 15 ans à la DGSE. Donc avec moi, ensemble, pour Melty, nous allons voir un petit peu dans les séries si c'est bidon ou si c'est réaliste. In teams of two, with your partner, do whatever is necessary to keep the plane from going down. Go! All right. Nobody move! FBI! Congratulations, you failed. Bon, donc un exercice grandiloquent. On est clairement là dans quelque chose de presque comique, pas du tout réaliste. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de services qui s'entraînent de cette manière-là, en faisant un show où tout le monde est là présent, tout le monde regarde les erreurs des autres, on applaudit. C'est sympathique, mais ça vaut pas grand-chose en termes de réalisme. Dans tout service de renseignement, il y a évidemment une part importante qui est dédiée à la formation. Et notamment à la DGSE, on s'entraîne longtemps. Le stage long qu'on appelle pour les futurs officiers traitants, de mon temps, il durait 6 mois. À l'intérieur de ces 6 mois de formation, il y a beaucoup d'exercices, parfois réalistes. Il y a des exercices de tir, il y a des exercices sur le terrain où on apprend à travailler sa sécurité individuelle. On est filé par des équipes de fileurs, il faut détecter les filatures. On nous apprend à faire des exercices café, par exemple. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, on va nous désigner une cible dans un bar et il va falloir, en discutant, devenir amis, récupérer le numéro de téléphone. Ça, ce genre d'exercice, c'est pratique, ça existe, c'est réaliste, mais voilà, pas de cette manière-là, comme c'est montré dans cet extrait. Alors moi, personnellement, un exercice de terrain qui m'a marqué lors de ma formation en interne, c'est l'exercice où il faut apparaître à une fenêtre d'un appartement. On me désigne, on dit voilà, 3e étage, 6e fenêtre, tu dois apparaître dans 10 minutes. Alors l'instructeur avait été sympathique, il m'avait dit quel va être ton prétexte. Je m'étais un peu planté au début en disant je suis le responsable de la sécurité, c'est un parcours où il y aura une personnalité qui va passer dans la rue, et donc il faut que je vérifie s'il n'y a pas des angles morts. Il dit non, ça c'est pas bon du tout, ça. Je trouve autre chose. Alors je réfléchis et je dis tiens, je suis la personne qui est au-dessus et ma fille a fait tomber son ballon, il faut que je récupère son ballon. Ah oui, ça c'est bon ça. Et donc avec ce prétexte-là, la porte s'est ouverte parce que l'important c'est de donner confiance aux gens. Et quelqu'un qui vient récupérer, qui parle de son enfant et qui a perdu un ballon, on lui ouvre la porte et on va essayer de voir si le ballon n'est pas à la fenêtre et au balcon, quoi. Donc ça va être très bien marché. Il n'y a pas de moment où on nous dit tiens ça y est, vous êtes prêts. De toute façon, il y a une durée de stage qui ne peut pas non plus être extensible en permanence. Donc il n'y a pas un moment où on va nous dire ok, lui il est prêt. Malgré tout, on peut être envoyé dans des missions, dans des zones très sensibles, où là, on a besoin de profils particulièrement stables, particulièrement solides, et donc il faut faire ses preuves petit à petit. Et donc on va d'abord faire peut-être des premières missions plus faciles, moins périlleuses, moins stressantes, et là, on aura fait ses preuves sur le terrain en vrai, et donc on aura le stempel ou le tampon de dire ok, lui, il peut être envoyé partout. Fire in the tracer. Now. Alors on a sans doute moins de gadgets que dans Mission Impossible ou dans les James Bond, c'est évident, mais il y a des petits gadgets qui ne sont pas forcément très glamour, mais on a des petits intercepteurs d'interception GSM, on a des puces GPS aussi qui nous permettent de suivre des véhicules, et ces puces, il va falloir les cacher dans le véhicule, donc alors on va construire un faux pare-choc dans lequel on mettra la puce, ou ça, ce genre de petits gadgets, c'est assez fréquent. Pour savoir de quel gadget on a besoin, on va faire une réunion préparatoire. Quand c'est une opération lourde et qu'il faut infiltrer quelqu'un, on va donc discuter avec des scientifiques. On a des scientifiques dont c'est le métier, et on va donc essayer de voir est-ce qu'on dispose d'une prise électrique, est-ce qu'on a besoin d'une batterie longue durée, est-ce qu'on a besoin d'avoir une écoute qui va durer une semaine, 1 mois, 3 mois, est-ce qu'on va pouvoir avoir accès à nouveau à la personne, à l'endroit qu'il faut piéger. Donc tout ça, c'est un dialogue qui se fait entre l'officier traitant qui organise l'opération, qui monte l'opération, qui exprime ses besoins, avec les techniciens. Et ça se fait avec des séances de travail, chacun exprime ses besoins et le scientifique ou l'équipe de scientifiques repart de leur côté et reviennent ensuite avec le produit final. Et ensuite, on voit si ça fonctionne, on peut le remodifier à nouveau. Donc oui, ça existe tout à fait. Alors là, dans ces exemples-là, on a des pistolets qui lancent des capteurs, on a un petit poison dans un stylo. Bon ça effectivement, on va un petit peu trop loin, c'est un petit peu too much. Dans la réalité, c'est beaucoup plus classique.
À mes débuts, où j'étais clandestin, il fallait que je gomme mon apparence militaire. Et donc du coup, je me suis métamorphosé parce que déjà dans l'habillement, on a un code vestimentaire un petit peu qu'on respecte quand on est ancien militaire, officier. Donc j'ai changé ma manière de m'habiller et puis je m'étais fait pousser aussi les favoris. Et alors là, c'était radical parce qu'en général, un militaire, entre militaires, dans le métro, par exemple, on va se reconnaître, on se regarde, on s'envoie des regards, où toi t'en es, moi aussi, voilà. Et avec mes favoris, alors là c'était radical, ça marchait très très bien, j'étais complètement désilhouetté et donc on ne suspectait pas du tout mon appartenance à un service et à une ancienne carrière militaire. La clé pour réussir une légende et à s'introduire dans un autre personnage, il faut rester le plus près de la réalité. Parce que si vous jouez, si vous tout d'un coup vous dites, vous devez semblant de boiter ou de changer de caractère, vous allez vous trahir, ça va pas marcher, ça va pas être naturel. En face de vous, les gens vont dire mais c'est qui cette personne, je la sens pas. Donc il faut être à peu près raccord avec qui on est vraiment. Il faut gommer les choses qu'on peut gommer, mais la voix et l'attitude générale, non, faut pas y toucher. Donc en tout cas à la DGSE, j'ai jamais vu de gens aller jusque-là. Il n'y a pas besoin de se grimer complètement. Alors en revanche, dans le cadre par exemple d'une source à exfiltrer, une source qui est connue comme le loup blanc dans un pays considéré et qui a besoin de sortir du pays, prendre l'aéroport. Et donc là, il va falloir vraiment faire un effort de désilhouettage. Donc là, on pourra peut-être avoir appel à des perruques, des lunettes, et changer complètement le look de la personne. Donc ça, c'est peut-être un contexte dans lequel j'imagine qu'on a pu le faire et qu'on peut le refaire. Mais grimer à fond et puis de la chirurgie esthétique, non, on va pas jusque-là. On va traîner là toute la journée? Ou est-ce qu'on va se battre? On n'a pas d'entraînement au corps à corps. J'en ai eu dans ma carrière précédente militaire, mais pour être agent secret à la DGSE, il n'y a pas besoin de savoir se battre à main nue. En revanche, on avait eu 1 heure de formation, d'initiation un petit peu au combat de rue. Alors 1 heure, on peut se dire tiens ça sert à rien, et finalement ça avait été très bien fait parce que l'instructeur nous avait sensibilisés à 2 choses. Il nous avait montré des images de caméras de surveillance, donc des images vraies, pour nous montrer que quand on est attaqué, l'individu, ça devient bestial. On nous frappe et on nous montrait des vieilles dames qui étaient frappées pour qu'on leur pique leur sac. Et donc il dit voilà, si on vous attaque un jour dans la rue, ça va être ça, ce niveau de violence. Donc si vous n'êtes pas capable de répondre au même niveau de violence, vous allez mourir dans le caniveau, quoi. Donc si vous devez vous défendre, vous frappez pour vous en sortir, il faut frapper vite et fort. Et puis ensuite, c'était de nous montrer des attaques au couteau. On dit attention, le couteau, vous avez l'impression que vous allez pouvoir parer le couteau. Et attention, un couteau, c'est tout aussi dangereux qu'une arme à feu. Si vous êtes piqué, en général, c'est une hémorragie interne et vous mourrez. Si vous n'avez pas des très grandes techniques d'arts martiaux à votre disposition, vous fuyez, parce que c'est très dangereux. Voilà ce qu'on m'a appris et ce que j'ai retenu. Un agent secret, il se défend, c'est pas lui qui attaque. Donc si on nous attaque dans un lieu public, on va se défendre dans un lieu public. C'est sûr que si on commence à nous attaquer, c'est qu'on a été détecté, qu'il y a eu un problème déjà dans la mission qui est peut-être déjà un échec. Donc si on est obligé de se défendre de la manière à Kingsman, ça veut dire qu'il va falloir ensuite démonter la mission et être retiré du jeu et faire autre chose, et c'est un échec. Mais ça peut arriver, parce que parfois on envoie des agents dans des zones de crise, des zones très dangereuses, avec des terroristes ou avec des trafiquants de drogue, des trafiquants humains, et donc parfois on se trouve en position avec des scénarios extrêmes. Vous allez partir à Téhéran pour repérer des ingénieurs nucléaires iraniens. Votre formation de sismologue vous permettra d'en approcher pas mal. Vous allez vous faire engager par cet homme, Reza Mortazavi. Vous me proposez d'intégrer votre équipe? De partir là-bas? Oui. Donc le côté 80% sur le terrain, c'est vrai et c'est faux en même temps. C'est-à-dire qu'on va commencer sa carrière comme analyste, donc à Paris, et derrière un ordinateur, à monter ses dossiers. Donc ça va être l'inverse, ça va être 90% de travail de bureau et 10% de terrain. Mais ensuite, quand on part en poste à l'étranger, là ça s'inverse. Il y a toujours une partie importante derrière son ordinateur parce que tout ce qu'on fait, on doit l'écrire ensuite. On doit rédiger des messages. Quand on est en poste à l'étranger, un agent secret, c'est 50-50, 50% de terrain et 50% de travail de bureau derrière son ordinateur. La mission qui m'a le plus marqué, c'est peut-être la première. C'est souvent les premières fois qui sont les plus marquantes, les plus fortes. Donc ma première mission clandestine, sous fausse identité, quand vous passez pour la première fois une frontière, que le douanier vous contrôle, que vous présentez votre passeport, que c'est pas votre nom, que vous avez une ceinture de billets autour de vous, parce que dans la zone où vous allez, il n'y a pas de distributeur de billets, donc il faut pouvoir fonctionner avec de l'argent liquide sur une longue période. C'est des moments qui restent gravés
parce que c'est la première fois et donc c'est tendu et l'adrénaline joue à fond. Donc vous commencez votre journée le matin chez vous. Ce n'est pas un sanctuaire dans votre domicile parce que ça peut être visité par les services locaux. Donc vous n'amenez jamais avec vous des documents sensibles parce que votre maison peut être fouillée. Donc vous partez rien, avec les mains dans les poches et vous rejoignez l'ambassade de France dans lequel sont votre local de contact, votre poste et votre bureau et dans lequel vous allez retrouver les armoires fortes et tout ce qui est secret, caché et fermé à double tour. Donc vous rentrez dans votre bureau, vous prenez connaissance des messages qui sont tombés la veille, des instructions qui sont arrivées de Paris, de la centrale, et puis vous montez votre emploi du temps, vous préparez les entretiens que vous allez avoir, vous organisez la sécurité de votre itinéraire de manière à ne pas griller votre source, d'être sûr d'arriver au contact sans être suivi. Une fois que vous avez préparé tout ça, eh bien, vous allez vous rendre à votre premier entretien de la journée, et puis l'entretien va passer plusieurs heures, vous allez travailler avec votre source humaine, vous allez mettre en place un climat de confiance, de dialogue, de travail en commun, de coopération. Vous récupérez ce qu'il vous a donné, vous reposez des questions derrière en disant tiens ça, la dernière fois tu m'as parlé du général Mohamed, très bien, et c'est son frère qui nous intéresse surtout, donc essaye maintenant la prochaine fois de ramener le numéro de téléphone du frère. C'est tout un travail comme ça d'un dialogue. Vous refaites votre itinéraire de sécurité en quittant les lieux et vous rejoignez l'ambassade pour taper vite votre rapport pour qu'il puisse être envoyé rapidement dans les temps à la centrale, dont le rôle, ça sera d'analyser ce que vous écrivez. Dans un service comme la DGSE, il y a deux types d'agents secrets, deux types de travail. Donc vous avez les clandestins complets qui travaillent sur une fausse identité, avec des faux papiers, comme Marina Loiseau dans le Bureau des légendes, qui elle, a une vraie formation de sismologie, mais ensuite, elle ne dit pas qu'elle est agent secret. C'est difficile, c'est fatigant d'être véritable clandestin parce qu'il faut tout cacher. Donc on essaie de ne pas travailler trop longtemps comme ça, donc ça va être plusieurs mois. Mais parfois, on a besoin d'avoir des clandestins qui travaillent plusieurs années. Les Russes, dans ce domaine-là, sont les plus forts parce qu'ils ont balancé des gens sur 20 ans, 30 ans à faire leur vie double, cachée. Et puis ensuite, vous avez des postes plus classiques. Vous dites que vous travaillez pour la DGSE, vous travaillez sur les sources humaines, que vous recrutez. Et là, en général, vous êtes en poste à l'étranger pendant une période de 3 ans. Moi, j'ai eu des moments de tension, des moments de danger, mais je tiens quand même à préciser que celui ou celle qui prend le plus grand risque pour sa vie, c'est vraiment la source humaine. Quand vous faites du contre-terrorisme, par exemple, et que vous avez réussi à recruter quelqu'un qui habite Raqqa, l'ancienne capitale de l'État islamique en Syrie, c'est la source qui est syrienne, par exemple, et qui habite ce village, et que vous allez la renvoyer dans la tanière du loup pour essayer de faire du renseignement. Si elle est détectée, elle va être exécutée dans la foulée, parfois torturée. Et alors que l'officier traitant, lui, il reste dans une grande capitale, et ses risques sont limités. Et le risque principal, c'est d'être détecté par les services locaux, d'être expulsé, remis dans un avion et il rentre à Paris. Voilà. Donc c'est assez traumatisant, c'est assez gênant, mais on ne prend pas de risque véritablement pour sa vie. Comme on doit travailler, récupérer du renseignement dans des zones de crise, dans des zones très compliquées, on a déjà vu des agents qui ont pris des risques pour leur vie, il y a déjà eu des agents arrêtés, des agents torturés. Parfois, il y a des situations extrêmes qui arrivent, donc ce qu'on voit dans les films, parfois ça arrive, mais ça reste du domaine de l'exceptionnel, une situation qui a mal tourné. I can't help you, okay? I really wish that I could, but I can't. Call Bryce, he's the guy that can save the day. Bryce is dead. He died sending those secrets to you. Yeah, and he's gonna have a lot of company unless you start talking. So pretty please, can we defuse the bomb now? Donc est-ce que ce genre de scénario où quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'espionnage peut devenir un espion du jour au lendemain, est-ce que c'est réaliste? Oui. Donc cette séquence-là me semble pas très réaliste, mais sinon dans le principe, ça l'est. Par exemple, l'affaire Farwell, c'est un agent double russe qui a proposé de travailler pour les Français. Et il a choisi un intermédiaire qui était un homme d'entreprise français qui n'avait rien à voir avec l'espionnage. Mais c'est lui qui l'avait choisi, et donc du coup, les services... C'est délicat, on ne veut pas griller la source. Donc si on met au contact de cet agent qui travaillait au sein du KGB et qu'il ne fallait pas détecter, un autre agent, on le grille. Donc du coup, c'était bien de mettre quelqu'un, monsieur tout le monde, et pour pouvoir passer les messages, les instructions, récupérer la production, les documents secrets. Donc ça, c'est arrivé par le passé, donc ça c'est tout à fait vrai. Donc quelqu'un qui se retrouverait seul à faire des opérations extrêmement sensibles et qui n'est pas formé pour ça, évidemment, et si c'est important, on va lui mettre beaucoup de moyens. Parce que la sécurité de la source, elle est essentielle à la réalisation de la mission. Donc plus c'est dangereux, plus on va mettre une équipe. On peut mettre des équipes de protection, on peut l'équiper d'une sono, on peut lui mettre des gardes du corps noyés dans la masse, dans une table à côté, des gens armés s'il le faut, pour pouvoir l'exfiltrer si ça tourne mal. Parfois, il a besoin d'être seul et à ce moment-là, parce que la présence d'agents
à ses côtés serait trop marquante et trop dangereuse. Donc parfois, on va le briefer en amont de son opération sensible. On va lui expliquer les canaux conformes, tout ce qui peut mal se passer, comment est-ce qu'il doit réagir. Mais quand on peut mettre une sécurité et tout un dispositif de soutien derrière, ça sera fait. Parfois, les gens qu'on infiltre dans des missions de renseignement, si on a le temps, si vraiment c'est une mission importante et qui peut nous ramener beaucoup de renseignements, on n'hésitera pas à former la personne. Donc on lui fera un plan de liaison clandestin. Il faut savoir comment est-ce qu'il va contacter son agent traitant, son officier traitant. Il va falloir savoir s'il arrive à détecter une filature, donc on va le former à ça. Il faut qu'il puisse lui-même voir s'il est suivi ou non. Si le jeu en veut la chandelle, on formera l'individu aux techniques clandestines. Tant que la personne ramène du renseignement de qualité, on essaiera de travailler le plus longtemps possible. Donc ça continuera. Mais c'est pas quelqu'un qui va travailler au sein du service, à l'intérieur du service. Ce n'est pas un officier traitant, c'est un agent, c'est une source. Donc il restera toujours à l'extérieur du service. J'ai une idée. On sera une équipe de tournage canadienne pour un film de science-fiction. Je m'envole pour Téhéran, on y va comme si on était une équipe de tournage. Je veux que vous m'aidiez à tourner un film bidon. Alors vous voulez débarquer à Hollywood et jouer les nababs sans faire quoi que ce soit? Ouais, vous serez parfait. Ça s'appuie sur une histoire vraie, donc ça s'est fait, et ça se fait encore. Ça pourrait très bien avoir lieu, parce que l'espionnage, c'est souvent place à l'imagination. Donc il faut surprendre l'adversaire, et parfois il y a des choses un petit peu incongrues. L'important c'est d'apparaître comme étant un autre, et surtout qu'on ne se dise pas tiens ce sont des agents. Quand on crée sa légende, ou quand on crée une opération dont on ne veut pas qu'elle soit détectée, on va camoufler, la réaliser des choses, et on va inventer quelque chose qui n'existe pas. Et ensuite après c'est le souci du détail, donc il faut avoir des petits artifices, des cartes de visite, des prospectus qui montrent qu'on est bien une autre personne, et on essaie de s'appuyer sur des vrais professionnels de la profession qu'on essaye d'occuper, qui pourront nous dire ah bah oui je le connais bien sûr, et voilà, qui peuvent asseoir et crédibiliser la couverture. Dans les opérations où on a le temps de monter les choses, il y a des réunions opérationnelles où on va développer la légende, développer le montage, et il y a des officiers contrôleurs expérimentés qui ont déjà fait ça avant et qui sont chargés de dire ok ça passe ou ça passe pas. Donc c'est un travail d'équipe, on fait pas ça tout seul. Il y a des gens parfois qui proposent une idée qui a l'air géniale, ils y croient, ils montent leur truc et ça tient pas la route heureusement, et donc on dit bon stop, ça marchera pas. Chercher autre chose. Il faut s'adapter au terrorisme, il faut aussi s'adapter aux nouvelles technologies, aux réseaux sociaux, au fait qu'on peut être détecté plus facilement parce qu'il y a beaucoup plus de surveillance électronique. Il faut s'adapter au terrorisme. Le contre-terrorisme, c'est une technique très, très particulière. Ce sont des gens qui se cooptent entre eux. Il faut connaître la culture propre à l'islamisme radical. C'est des gens qui baignent là-dedans. Donc si on n'est pas du milieu, on est complètement décalé. Donc il faut s'appuyer sur des gens qui connaissent. Ce sont un certain nombre de techniques qu'on ne développait pas avant et qu'il a fallu s'adapter. Je suis le porte-monnaie. On en a pour son argent. Le trésor vous soutiendra durant la partie. Vesper. J'espère que vous l'avez fait payer à vos parents. Il y a beaucoup de femmes agents secrets, de plus en plus, dans tous les services du monde. Est-ce qu'elles vont travailler différemment que leurs collègues masculins ? Peut-être oui, forcément, mais en même temps j'ai envie de dire pas du tout, parce qu'on fait le même métier et qu'il n'y a pas de discrimination de ce côté-là. Donc on doit chacun récupérer du renseignement et on doit recruter des sources humaines. Et donc il y a un phénomène de séduction, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Donc c'est vrai qu'une femme va pouvoir peut-être aussi faire parler plus facilement un homme qui aura tendance à vouloir faire le malin et en raconter plus qu'il ne devrait. Donc ça, en avant, libre à l'officier traitant féminin d'utiliser ses charmes pour obtenir plus de renseignements. Au sein de la DGSE, on n'aime pas trop insister sur la séduction entre deux sexes ou la séduction par la sexualité. On peut être aguicheur ou aguicheuse, mais on va pas trop insister là-dessus, ça fait pas trop sérieux. Après un entretien avec une source, on doit tout écrire. Et vous devez être honnête avec votre hiérarchie et avec le service. Donc il faut écrire si vous dites je l'ai aguiché, j'avais une robe très courte, un soutien-gorge pigeonnant. Donc ça va mal passer et on peut s'en passer, on peut être efficace sans avoir à recourir à ce genre d'artifice un peu trop forcé. Je pense que pour être efficace en renseignement, il faut avoir tous les profils différents. Des gens introvertis, des gens extravertis, et des femmes et des hommes. Et donc je ne pense pas que ça soit mieux ou moins bien d'être une femme. C'est utile et on est bien plus efficace en ayant des profils différents. Donc une femme, elle aura tendance à travailler un petit peu différent d'un homme et c'est très important. Et moi j'ai beaucoup apprécié avoir des femmes dans mes équipes parce qu'elles avaient une manière de travailler qui était intéressante. They told me I'd be serving my country. They didn't tell me was they were training me to be an assassin. It was a year of training before my first mission. Everything to make me the best killer I could be.
Alors, je crois que l'histoire de Nikita, c'est un artifice de récit. Et on comprend que ça peut être utile de prendre quelqu'un qui n'a pas de passé, qui n'a pas de liens familiaux et donc qui n'a pas d'existence passée. Donc c'est pratique, on pourrait en faire un agent, mais ça ne tient pas à la route. Dans le renseignement, on a besoin de gens équilibrés, qui n'ont pas une vie trop traumatisante. Et donc plus on est équilibré, plus on sera fiable et efficace sur le terrain. Donc ce genre de profil, comme Nikita, c'est de la nitroglycérine pour un service et ça peut se retourner contre un service de renseignement. On est tous des êtres humains, donc il y a parfois des erreurs ou des dérapages. Il est arrivé que des gens tombent amoureux. Il est arrivé aussi que des agents sur le terrain, sur des missions longues, deviennent tellement amoureux qu'ils décident de se marier à la personne qu'ils avaient rencontrée. Alors ensuite se pose la question du service, savoir, parfois on tombe amoureux d'une nationalité qui est compliquée à gérer pour un service comme la DGSE, et donc c'est la DGSE qui dit stop, vous ne pouvez plus travailler, c'est trop sensible, donc vous changez de métier. Donc voilà, vous pouvez tomber amoureux, vous pouvez choisir de vivre votre vie amoureuse, mais parfois peut-être que vous devriez quitter votre travail. Il n'y a pas de règles complètement écrites en la matière, c'est un peu les gens font un peu comme ils le ressentent, comment ils perçoivent leur propre environnement. Si on a un conjoint qui est fiable et qui ne va pas raconter ce que fait le conjoint, on peut le dire et on doit le dire. C'est-à-dire qu'à son conjoint, à ses parents, il faut dire qu'on travaille pour un service de renseignement. Sinon, ça devient complètement schizophrénique et on ne va pas être bien dans sa peau. Donc on le dit, mais simplement ensuite on en dit le moins possible. C'est ça la vraie règle, en dire le moins possible. Vous ne racontez pas vos missions, vous ne racontez pas ce qu'on vous demande de faire, vous ne révélez surtout pas l'identité de vos sources. C'est très dur et on s'en aperçoit pas forcément quand on travaille, parce que le métier est passionnant, ça nous importe peu, finalement, les mauvais côtés. Mais quand on débranche, comme je l'ai fait, et qu'on arrête, et qu'on fait une autre vie, là on s'aperçoit que tous les sacrifices qu'on a dû faire, finalement on n'a pas de vie sociale, parce que c'est pas intéressant. C'est pas très intéressant d'avoir des amis à qui on peut pas raconter ce qu'on fait. Donc on parle très peu et on écoute beaucoup les autres, et donc du coup c'est pas nourrissant, et on s'aperçoit que finalement notre vie sociale est très pauvre. Mon nom est Michael Weston. Je travaillais comme agent secret jusqu'au jour où... Vous n'existez plus, Weston, vous êtes blacklisté. Quand vous êtes éjecté comme ça, vous n'avez plus rien. Plus d'identité, plus de fric, pas de passé. Les espions grillés, ça arrive très régulièrement. Tous les services sont des espions grillés, donc c'est très fréquent, vraiment très fréquent. Hélas, parce que ça veut dire que c'est une mission qui s'est mal passée, donc on a été détecté. Donc après, faut voir comment ça se passe, c'est-à-dire, et ça dépend le contexte. Si vous êtes agent clandestin avec une fausse identité, vous n'êtes pas protégé par votre passeport diplomatique, donc vous pouvez vous retrouver en prison sur de longues durées, voire torturé. Et ensuite, si vous êtes détecté grillé, que vous êtes protégé par un passeport diplomatique, vous allez être expulsé, donc vous allez prendre l'avion et rentrer chez vous. Donc les agents grillés, ça arrive, hélas, régulièrement. Il faut bien comprendre que pour un agent clandestin, toute sa documentation, ses faux papiers, c'est pas sa propriété à lui, c'est la propriété du service. Donc il va pas se retrouver à rentrer chez lui où tout a disparu. Il n'est pas possesseur de toute cette fausse identité. Donc quand il rentre, il doit réintégrer lui-même ses passeports, ses faux papiers, sa fausse carte bleue. Donc il n'y a pas ce genre de situation où tout d'un coup on a décidé qu'il n'existait plus et qu'il n'avait plus de moyens de subsister parce qu'il n'a plus d'identité, plus de moyens de paiement. De toute façon, pour un agent clandestin, sa fausse vie, ça va représenter 20% de son temps. Donc malgré tout, il reste quand même bien ancré dans la réalité de qui il est vraiment et de tout son passé. Une fois que la mission est terminée, il va rechausser les chaussons de sa vraie personnalité. Quand ça s'arrête, on est content de retrouver sa vraie vie et les gens qu'on connaît, sa famille, son conjoint. On a même hâte de retrouver sa vraie personnalité. Parfois, ces moments de retour à la réalité, c'est parfois des moments difficiles pour le clandestin, parce que votre légende que vous avez montée, parfois, elle est plus belle que votre vraie vie. Et donc, quand vous revenez en dessous, dans un moment plus terne, et là, il y a des moments psychologiquement où c'est parfois plus difficile à vivre. Moi, personnellement, le personnage que je m'étais créé, il était moins bien que moi. Donc du coup, moi, j'étais content d'arrêter et de reprendre ma vraie casquette.